Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. J'ai la chance d'avoir à mes côtés pour cette nouvelle plénière Christophe Pinault. Christophe, je rappelle que vous êtes président du directoire Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire. On va parler d'un sujet essentiel qui est un enjeu quand on parle aujourd'hui de ces transitions au pluriel et notamment de la transition environnementale qui est celui du financement. On est en Bretagne, donc nécessairement nous allons parler du financement de la transition environnementale en proximité avec le territoire breton. Peut-être en introduction, je voulais juste rappeler que dans le dernier volet du rapport du GIEC, le fameux 6e volet, le rapport nous rappelle que les taux se resserrent pour parvenir à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Mais ce dernier volet, il nous dit aussi quelque chose d'intéressant concernant les financements. Il nous dit qu'on dispose en fait des ressources financières nécessaires pour y parvenir. En résumé, l'argent est là, mais il n'est pas nécessairement alloué au bon endroit. Et il nécessite également, pour parvenir à cette transition environnementale et à limiter ce réchauffement climatique, ça nécessite par ailleurs des réformes fiscales, financières, institutionnelles et réglementaires. On peut alors nécessairement s'interroger sur l'action et la responsabilité des banques dans cette grande équation et dans ce grand défi. L'année 2023, elle a été assez symbolique pour la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire parce que vous êtes devenue entreprise à impact et pas que. Vous vous positionnez comme banquier de la transition environnementale. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça oblige quelque part ? Bonjour Caroline, bonjour à tous. Alors la question est vaste et elle est complexe et la réponse est évidemment pas simple, elle est multidimensionnelle. Pourquoi ? Parce qu'on est à la croisée des chemins, il y a énormément de projets, ils sont importants, ils sont souvent à gestation lente, donc il faut du temps, il y a des recours quand on est sur les infrastructures, donc il faut être capable de s'organiser. Moi je vois deux dimensions fondamentales pour une banque régionale comme la nôtre. La première, c'est d'abord de considérer qu'on est une entreprise comme les autres. La Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, c'est une entreprise qui est forte de 2800 collaborateurs sur un territoire assimilable à une industrie ou à une société de services. Donc elle doit faire ses propres efforts. Je me vois difficilement aller vers des entreprises pour les accompagner dans leur transformation si mon entreprise, notre entreprise Caisse d'épargne, on ne la transforme pas. Nous sommes une entreprise qui est évidemment très implantée sur son territoire et nos sources d'impact négatifs sont principalement liées à l'immobilier et à la mobilité, au numérique également. Donc on doit travailler sur ces sujets. On s'est fixé, nous, pour objectif, on a aujourd'hui à peu près 400 implantations sur le territoire, c'est de réduire notre empreinte carbone. On a pour objectif de la réduire de 15% à l'horizon 2024, sur l'horizon 2019-2024. Aujourd'hui, on est plutôt à 17%. On a plutôt l'ambition d'être à 20 aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on travaille tous nos bâtiments, on investit entre 8 et 10 millions par an pour les optimiser. Ça veut dire aussi en réduire les mètres carrés. On se sert un peu aujourd'hui. On tient compte des nouvelles organisations du travail, par exemple, mais on travaille à leur rénovation énergétique en particulier. La mobilité est un vaste sujet. Beaucoup de véhicules sur la route pour aller visiter les clients et aussi des véhicules qui circulent d'un site à l'autre. Et aujourd'hui, on n'investit plus que dans des véhicules électriques. C'est-à-dire que tout ce qui rentre aujourd'hui est électrique et on arbitre nos matériels en fonction de la capacité de rechargement du territoire. On a, par exemple, on est en train d'installer une navette entre Nantes et Rennes qui sont des axes de communication très importants pour nous, avec des véhicules électriques où on véhiculera nos collaborateurs et nos experts d'un site à l'autre. Ça, c'est la première dimension, elle est importante. La plus importante pour un banquier, c'est le rôle qu'on joue dans l'économie. C'est la façon dont on accompagne l'ensemble des agents économiques. En fait, on a une feuille de route qu'on a essayé de visualiser de façon assez simple. Alors c'est simple à présenter, beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre, mais on a bâti une cartographie, une matrice, c'est notre feuille de route, c'est notre boussole, avec en abscisse le territoire, les clients et la banque que nous sommes, et en ordonnée les normes ESG, E comme environnement, S comme social et sociétal, et G comme gouvernance. Et notre objectif, c'est de mettre en œuvre des actions concrètes à la croisée de ces deux axes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on en reparlera, mais qu'on a
développer une offre pour ce faire, pour accompagner nos clients, une offre pour accompagner les territoires autour des infrastructures de grande envergure. Je vous donnerai aussi quelques exemples, tant en termes d'impact environnemental que d'impact social ou sociétal. C'est comme ça qu'on voit les choses et c'est comme ça qu'on essaie de les mettre en musique le plus concrètement possible. Alors, en ce moment, la finance, elle vit au rythme de l'acronyme ESG, qui sont, je rappelle, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, et qui sont les piliers de l'analyse extra-financière. Comment est-ce que vous pilotez votre performance financière tout en assurant en même temps votre responsabilité sociale, sociétale et environnementale ? C'est effectivement un élément de complexité parce que le choix qu'on a fait, nous, c'est pas de créer une banque de la transition environnementale en dehors de... on ne veut pas une banque dans la banque, on ne souhaite pas ça. On souhaite que ce soit l'affaire de tous. D'ailleurs, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de nous en tant que particuliers, chacun d'entre nous en tant que particulier. Donc on souhaite que chacun des 2800 collaborateurs de l'entreprise soit impliqué dans cette démarche. C'est vrai de l'activité retail, des particuliers, des professionnels, comme de l'activité corporate. Sur le retail, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors il y a une partie assez simple, c'est l'offre, la capacité à accompagner des particuliers dans la rénovation de leurs biens, c'est la capacité à accompagner des particuliers dans l'acquisition d'un véhicule totalement électrique. Pour vous donner quelques exemples, parce qu'un banquier sans chiffres, c'est terrible. Et donc, ça représente 3000 dossiers pour 50 millions d'euros depuis le début de l'année de préconsommation. C'est pas négligeable parce que c'est assez atomisé. Et il faut également, au-delà du crédit, toute l'activité conseil qui va avec. Comment je mobilise les aides auxquelles j'ai accès, la prime rénov, l'aide à l'acquisition d'un véhicule électrique, etc., etc. Donc ça, c'est, je dirais, la partie émergée de l'iceberg. Et on est en train de travailler à un sujet que je trouve assez passionnant, encore plus complexe. Je pense qu'il faut qu'on soit en avance de phase. Alors, je ne sais pas si on est en avance de phase, parce qu'on voit qu'on prend des risques aussi sur ces sujets, j'y reviendrai. On a un vrai sujet autour du logement, du résidentiel, c'est évident. L'impact les deux impacts les plus forts en termes d'empreinte carbone sont la mobilité et l'immobilier, résidentiel et corporate. Et aujourd'hui, on est en train de regarder avec des acteurs de l'immobilier comment on pourrait créer une foncière partagée pour porter des biens résidentiels notés F et G. Je rappelle qu'il y a 17% des biens en France qui sont notés F et G, donc qui sont des passoires énergétiques, les porter, les réhabiliter et les remettre au marché. Parce qu'on est dans un environnement de zéro artificialisation nette, donc il va falloir travailler sur l'existant. Alors je dis qu'on est en avance de phase parce que c'est aujourd'hui qu'il faut travailler ce sujet-là, mais il n'est pas mature. Il va être mature, malheureusement, quand les prix de l'immobilier vont dévisser, parce qu'ils vont dévisser sur l'ancien. Quand un bien ne sera plus louable parce qu'il est énergétiquement inadapté et plus vendable, il va falloir que le marché se réajuste en termes de prix. Et il faut une décote de prix pour être capable d'assimiler un modèle économique qui soit viable, parce que ce n'est pas le tout de faire de la transition environnementale. Il faut qu'économiquement, ça soit viable. Et puis sur les corporates, évidemment, la dimension corporate est très importante. Il y a l'accompagnement des clients dans leur transformation. Mais il y a l'accompagnement des territoires au niveau des infrastructures. Donc là, on a des projets très importants. J'y reviendrai en matière de... On essaie de travailler j'y reviendrai parce que le risque technologique est un élément super intéressant, que nous, banquiers, on maîtrise moyennement. C'est un sujet, on apprend en avançant. Et donc, on travaille beaucoup au mix énergétique pour ne pas être prisonnier d'une technologie. Donc, l'éolien, la méthanisation, le photovoltaïque, la géothermie sont des technologies, l'hydrogène, qu'on doit être capable de combiner, d'accompagner en parallèle, parce que certaines n'iront peut-être pas au terme de leur projet. Et puis, on l'avait évoqué, Caroline, ensemble. Vous m'avez autorisé un écart. Oui, un pas de côté, je vous ai dit. Oui, c'est ça, un pas de côté. Un pas de côté, qui n'est pas forcément en lien avec ce que vous imaginez autour d'une table ronde de ce type-là, mais dans cette matrice, on a du sociétal, et on a du sociétal en lien avec les territoires. Et il n'y a pas de grand projet économique ou de développement économique sans justice sociale. C'est d'ailleurs vous qui me l'avez rappelé quand on en a parlé. Et heureusement, on en parle de plus en plus. En effet, c'est important de rappeler que la transition écologique, environnementale, ne se fera pas sans justice sociale. Et c'est en ça que ça me semblait important que vous puissiez évoquer l'exemple que vous allez nous évoquer dans un instant. Voilà, alors je ne sais pas si on doit dire qu'on est fiers, mais oui, on est fiers. Les équipes, en tout cas, elles le sont. On est la seule banque en France à avoir créé une offre dédiée à l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales. Quand on est une banque régionale, on doit examiner
les contours de la société. Les contours de la société, ils bougent sans arrêt. Parfois, ils bougent mal. Celui-là bouge mal. Mais la réalité, c'est que les chiffres sont têtus. 120 décès depuis le début de l'année. Des décès officiels. La directrice de l'Observatoire des violences faites aux femmes, elle parle du double. Elle dit que la réalité, c'est plutôt le double. Donc on a battu une offre très simple. Une femme peut ouvrir un compte chez nous. Il y a un numéro vert pour le faire. C'est totalement gratuit pendant 2 ans. On lui offrira une carte bancaire. On lui offrira une autorisation de découverte de 300 € pour prendre ses enfants et quitter le foyer conjugal quand tout va mal. Donc ça... On est loin de l'environnement au sens où on l'entend, mais l'aspect social et sociétal de notre société, quand on dit une banque régionale et qu'on s'intéresse à son territoire, on doit aussi être capable de piloter des actions de ce type. Et c'était important de le dire aujourd'hui. Voilà. Et puis, vous parlez de fierté, vous pouvez être fier en effet de cette mesure. J'aimerais qu'on revienne aux investissements et aux placements, parce que le secteur bancaire, il est régulièrement attaqué et pointé du doigt. Quant à la nature de ces investissements et de ces placements, je vais forcément citer l'Oxfam, qui en 2020 a rappelé que l'empreinte carbone des grandes banques françaises représente près de 8 fois les émissions de gaz à effet de serre de la France entière. Vous parliez de votre boussole qui vous guide aujourd'hui, notamment dans le choix de vos investissements. Quand on est une entreprise à impact, qu'est-ce que ça suppose justement sur le choix de ces financements et de ces placements ? Alors, je crois qu'il faut avoir beaucoup d'humilité parce qu'on a une histoire, nous, bancaire, comme l'économie a une histoire. D'abord, on fait partie d'un groupe, et ce groupe, il est puissant. C'est le deuxième groupe bancaire français, c'est le groupe BPCE. Il a un portefeuille d'investissement et de financement qui est très important, qui est historique, même s'il évolue et s'il se transforme lui-même. Et nous sommes plutôt des fervents défenseurs d'une démarche volontariste, mais dynamique. On ne veut pas être dans un schéma de rupture, parce que derrière des investissements ou des engagements carbonés, on a une économie réelle, on a des entreprises, on a des engagements, on a des crédits, et on a surtout des équipes et des hommes et des femmes et des salariés. Donc le groupe BPCE s'est inscrit à l'origine dans le cadre des accords de Paris dans une trajectoire de neutralité carbone. Ça veut dire sortir du supercarboné et du charbon à l'horizon 2030 pour tout ce qui concerne l'Europe et les pays de l'OCDE, 2040 pour le reste du monde. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau du groupe, on a été assez novateur à l'époque. Alors, il n'y a jamais de science exacte, c'est jamais parfait, mais le groupe a lancé un système qui s'appelle le Green Weighting Factor, c'est-à-dire un indicateur qui fait qu'aujourd'hui, quand on met en place un crédit pour un montant important sur une contrepartie importante, on note la contrepartie sur la base du diagnostic de performance extra-financière de l'entreprise et de sa trajectoire et de la prise en compte des contraintes ESG. Donc elle va du brun au vert. Et c'est sa trajectoire de verdissement qui fait qu'on va l'accompagner plus ou moins dans son programme. Donc ça, c'est pour le groupe, c'est évidemment important. Alors, à notre échelle, on est une banque régionale importante, certes, mais une banque régionale. Et donc, notre approche à nous, c'est une approche qu'on a voulu la plus pragmatique possible, et on va le voir à l'écran si vous voulez bien. On propose à nos clients de flécher leur épargne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que les particuliers comme les entreprises veulent qu'on donne du sens à leur épargne. Que faites-vous de mon épargne ? Et ce qui est d'ailleurs un vrai sujet, c'est de savoir Absolument. Quelque part où va l'argent. Exactement, où va l'argent ? C'est-à-dire que c'est pas le tout, je vous confie mon épargne, vous la faites fructifier, c'est la moindre des choses, au moins vous la conservez et vous la faites fructifier. Mais qu'en faites-vous ? Et donc, on a pris l'engagement, nous, au travers d'une cartographie du territoire, de capter cette épargne sur des livrets green, qu'on rémunère à cette fin, et on utilise cette collecte pour financer des projets de développement durable. Et on a cette cartographie qui nous permet de voir où on a collecté. Donc, quand on circule sur la carte, on arrive département par département à mettre en exergue ce qu'on a collecté, en montant. Sur la Bretagne, on a collecté aujourd'hui 300 millions d'euros d'épargne green. Et on a reprêté au marché 130 millions. Alors on va prêter le reste, on ne va pas le garder pour le plaisir. Il faut que les projets soient effectivement green. Il ne s'agit pas de faire du greenwashing. Et derrière la carte, on voit où on a prêté, pour quel montant, sur quel type d'activité. Est-ce qu'on est sur de la décarbonation ? Est-ce qu'on est sur du traitement des déchets ? Est-ce qu'on est sur de l'ENR, etc., etc. Cette carte, elle est actualisée chaque mois. Et elle est sur votre site internet, elle est accessible. Et elle est accessible sur notre site internet. Donc ça, c'est un élément important. Et derrière cette carte, on retrouve les derniers projets qui sont les nôtres de financement d'Ombrière, par exemple. On a mis 4 millions sur un gros projet d'Ombrière. On vient de financer une station gaz naturel pour le carburant des véhicules. On est très présent sur l'éolien.
onshore et offshore. Alors je sais que voilà, ça fait parler. Ça peut faire débat, en effet. Ça peut faire débat, en tout cas, le débat est ouvert et il ne faut pas hésiter à débattre d'ailleurs sur le sujet. Il faut avoir en tête que la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire est la seule banque à avoir participé, française, il y a plein de banques, mais la seule banque française à avoir financé les parcs éoliens en mer, le parc de Guérande, Saint-Nazaire, et le parc de Yeux-Noirmoutier qui est en cours de déploiement. On regarde avec beaucoup d'attention le dossier de Saint-Brieuc, mais on a mis 120 millions sur Guérande, Saint-Nazaire et 170 millions sur le parc Yeux-Noirmoutier. Donc ce sont des éléments importants. Et on s'organise pour ce faire. C'est-à-dire qu'on apprend, encore une fois, on avance avec humilité, mais on a monté un fonds d'investissement ENR qu'on a doté avec les autres caisses d'épargne d'1,5 milliard. Donc on a aujourd'hui une capacité de prêt d'1,5 milliard. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait effectivement les liquidités, encore faut-il bien les orienter. Et donc il se trouve que les parcs éoliens en mer sont sur notre territoire. Donc on a demandé aux autres caisses de venir nous donner un petit coup de pouce et d'abonder à ce fonds. Et on a les moyens aujourd'hui d'accompagner des grands projets sur le territoire, demain sur les territoires des autres. Alors hier, lors de la première journée du FEB, dans beaucoup de plénières, on a évoqué la capacité d'agir, la grande capacité d'agir aujourd'hui des entreprises face à ces transitions au pluriel. Comment un acteur comme la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire peut accompagner ses clients dans ces grandes transformations et dans cette grande bascule, dans cette grande transition avec un grand T ? Alors, d'abord, c'est affaire de récurrence, de messages permanents auprès des équipes pour être extrêmement sensible à ces projets. Il faut se doter d'une expertise aussi au fil du temps parce que la technologie, elle est extrêmement évolutive. Donc, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Donc, il faut beaucoup de pugnacité et beaucoup d'ouverture. On a des équipes, pour certains dans la salle, qui travaillent beaucoup au contact des opérateurs, des ingénieurs qui sont éminemment plus compétents que nous, et c'est avec eux qu'on apprend. Mais c'est en les finançant qu'on entre dans le détail de leur technologie et qu'on peut derrière dupliquer les interventions. La première des démarches qui a été la nôtre, c'est de lancer un prêt à impact, parce que on est plutôt dans une démarche de bonification plutôt que de sanction. Nous, je pense que c'est pas la bonne méthode. Et donc le prêt à impact, c'est très simplement un prêt dont les intérêts sont bonifiés quand l'entreprise, elle atteint les KPI qu'elle a validés avec nous, qui sont des KPI autour de l'ESG. Elle prend des engagements sociétaux, de gouvernance, d'environnement. Qui sont propres à chaque projet, à chaque entreprise. Exactement. Et on est heureux d'être à Saint-Malo, parce que le premier prêt impact de la Caisse d'épargne en France, il a été mis en place à Saint-Malo. Oui. Il a été mis en place auprès de l'entreprise Gaillago. Son dirigeant tout à l'heure, Michel, en parlera. Mais c'est pour nous important parce que ce sont des prêts qui ont de la valeur. Ils ont de l'impact. Voilà. Donc et encore une fois, chaque cas de figure est différent. C'est la trajectoire qui est importante, la façon dont le point de départ et là où on veut aller se projeter. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple que je pourrais prendre, alors lui, il est encore plus large. Alors, le prêt impact, il s'adresse à tout le monde, des petites et des grandes entreprises. Mais il ne vous aura pas échappé que, surtout ici, on est la caisse d'épargne qui a la façade littorale la plus importante. On dit 2600 mètres de côte. Je ne suis pas sûr de mes chiffres, mais entre la frontière avec la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine. Donc on est fort et on est fier de notre ruralité, mais on regarde la mer aussi. On regarde la mer au nord et l'océan au sud. Et donc, on a créé une filière dédiée au maritime et à la décarbonation du transport maritime. On a racheté une entreprise qui s'appelle Fimar il y a maintenant quelques mois, dont l'objectif, c'est de financer la décarbonation du transport maritime. Et il y a énormément de projets sur ce sujet, des projets très importants, des navires de 10 millions, de 20, de 50, de 100 millions d'euros, qui vont tester, qui explorent de nouvelles modalités de propulsion. Pour vous donner quelques exemples, nous sommes le banquier de Grand Sail, entreprise morlaisienne bien connue, qui intervient au FEB d'ailleurs. Voilà, entreprise qui transporte des fèves de cacao pour la transformation chocolatière à la voile. Donc c'est nous qui avons financé ce bateau. Et c'est un superbe exemple parce que cette initiative, elle fait florès, puisque l'entreprise, elle est en train de créer une compagnie maritime pour transporter le fret des autres à la voile. Et on accompagne aussi ce projet de création de compagnie maritime. On a financé la Canopée, qui est un bateau qui transporte les tronçons de la fusée Ariane vers la Guyane.
Et la propulsion de ce navire est hybride puisqu'il est en train de tester des voiles rigides. Et donc là encore, on va réduire l'empreinte carbone de l'ordre de 30% par ce biais-là. Et puis on a accompagné pour un troisième exemple la société Navix, tout proche de nous également, alors au sud de la Bretagne, puisqu'elle fait du transport de passagers dans le golfe du Morbihan et elle travaille beaucoup à la décarbonation de ce transport. Donc une foultitude d'exemples et de projets d'avenir quelque part. Et beaucoup de projets d'avenir, oui. Absolument. Alors, vous évoquiez tout à l'heure l'entreprise Gaiago. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui deux entreprises que vous avez accompagnées, avec qui vous avez une histoire. Je vais les inviter à nous rejoindre sur scène. Nous avons donc la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Michel Funfschilling, directeur général de Gaiago, et également Emmanuelle Cadiou, présidente de Cadiou Industries. On peut les applaudir, ils nous rejoignent. Bonjour à tous les deux. Avant peut-être de s'intéresser plus précisément au financement et justement à votre histoire, à ce qui vous lie avec la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, je voulais qu'on s'intéresse et qu'on comprenne en fait vos modèles et les secteurs dans lesquels vous évoluez. Avec vous, pour commencer, Michel, on sait que le secteur de l'agriculture, aujourd'hui, quand on parle de transformation, y est pleinement confronté. Et pour répondre aux enjeux qu'on connaît du secteur de l'agriculture, un des principaux défis est la transition agroécologique des sols. C'est la mission que vous vous êtes donnée avec Gaiago. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quelle est votre mission et quelles sont les actions que vous menez en ce sens? Merci Caroline. Oui, le constat, on l'a fait tout à l'heure avec les enjeux climatiques, mais au-delà des enjeux climatiques, les sols sont également un enjeu en termes d'environnement très important. Il faut savoir que 52% des sols sont dégradés au niveau mondial, ça c'est ce que l'a dit la FAO et les Nations Unies. Au niveau européen, la Commission européenne vient de sortir une directive sol qui elle aussi fait ce constat que 60% des sols sont dégradés. Or un sol qui est dégradé, ça a des conséquences pour l'agriculture, c'est-à-dire des sols compactés qui ne peuvent plus retenir l'eau, qui vont avoir des limitations sur la capacité à produire, mais ça a aussi des impacts, je dirais, pour toute l'économie, parce qu'en fait, 95% de ce qu'on nourrit, de ce qu'on mange sort quand même encore des sols, et une grande partie du PIB est générée à partir de produits du sol. Donc l'enjeu et la vision que s'est donnée Gaiago, c'est de remettre de la vie à l'intérieur des sols, et parce qu'en réactivant et en rééquilibrant la microbiologie à l'intérieur des sols, on arrive à avoir des bénéfices qui soient pour l'agriculteur, c'est-à-dire un sol qui sera plus facile à travailler et qui apporte des rendements stables, des bénéfices pour le consommateur final, parce qu'en faisant ça, il y a moins besoin d'intrants chimiques, et des bénéfices pour l'environnement, puisque les impacts environnementaux touchent énormément les sols. Et donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on produit ici à Saint-Malo des produits qu'on appelle des prébiotiques et des probiotiques. Vous voyez, c'est un peu comme pour vous quand il s'agit de soigner vos intestins. Et donc, de ces produits-là, ils vont avoir un rôle d'activation des micro-organismes positifs qui y a à l'intérieur du sol. Il faut s'imaginer qu'il y a des champignons, il y a des bactéries à l'intérieur du sol. Il y a plus d'êtres vivants dans une cuillère de terre qu'il n'y a d'êtres sur la terre. Donc voilà, donc il faut s'imaginer cet enjeu-là. Et donc on apporte des solutions très pratiques, faciles à mettre en œuvre pour qu'un agriculteur puisse mettre de la vie dans son sol. Et donc, comme ces micro-organismes vont vivre en symbiose avec les plantes, et ces plantes vont être en meilleure santé, vont avoir des rendements plus stables. Et donc, ça va apporter des bénéfices qui soient économiques ou de goût aux agriculteurs. Voilà. Alors, on va faire une grande bascule, puisque vous, Emmanuel, avec Cadiou Industries, vous n'êtes pas du tout dans le même secteur. Vous fabriquez des portails, des clôtures, claustras et garde-corps en aluminium. Et je me suis intéressée, je suis allée regarder votre site internet, et je me suis intéressée à votre feuille de route stratégique. Vous avez récemment dévoilé la vision 2025, dont un des objectifs de cette feuille de route stratégique est de pratiquer l'éco-conception et d'augmenter la durabilité des produits. Comment ça se traduit concrètement ? Oui, bonjour à tous. Oui, donc c'est vrai que nous, on est fabricants de portails, clôtures, garde-corps en aluminium.
Alors, ça peut paraître... Déjà, on a un impact visuel sur les jardins, on a un impact d'intimité. Je pense qu'on peut nous dire, mais pourquoi on met des clôtures, pourquoi on ferme les jardins, pourquoi ça peut déjà être au niveau de la RSE sociétale, pourquoi mais en fait, nous, on prend plutôt l'histoire à l'envers, c'est qu'on veut créer des moments d'intimité à l'intérieur des jardins et choisir les gens et les regards et les moments de vie à l'intérieur d'un espace protégé. Donc on est plutôt dans ce concept-là. Et ensuite, l'aluminium vis-à-vis du bois, on peut en parler. Et pourquoi mettre pas du bois? Alors, et en fait, on a remarqué également que l'impact carbone et écologique du bois, comme il est plusieurs fois renouvelé vis-à-vis d'une clôture ou d'un claustrat ou d'un portail en aluminium, est bien plus fort que si on mettait un portail alu. Et il y a également la provenance du bois. Donc souvent on peut dire il n'y a qu'un faucon et on enlève toutes les clôtures, ou on met du bois à la place de l'alu. Mais en fait, quand on regarde l'impact réel de chaque méthode, les ACV de chaque produit, l'acier vis-à-vis de l'alu, l'alu vis-à-vis du bois, il y a toujours un impact qui est caché. Donc on étudie tout ça déjà et on travaille sur l'éco-conception de nos produits, déjà de faire un diagnostic de nos produits, quel est l'impact que nous avons, l'accepter, cet impact et en être conscient. Et ensuite, on a des plans de transition d'éco-conception pour d'abord augmenter la durabilité de nos produits, parce qu'il n'y a rien de pire que de dire j'ai un portail, j'ai une clôture, mais en fait le propriétaire d'avant avait des goûts très compliqués et je dois le changer. Donc on est plutôt à dire prenez des produits le plus intemporels possible, avec des formes qui ne sont pas complètement... des fois on voit des portails, des Mickey, des Johnny Hallyday, c'est pas évident après à garder pour le propriétaire d'après. Donc on conseille déjà les particuliers de prendre des produits les plus intemporels possibles, déjà sur le goût et les couleurs, et on utilise les matières les plus durables possibles avec des aluminiums classe 3 au niveau de la peinture. Le classe 2, vous allez en voir un peu partout, c'est des aluminiums qui ont un peu d'étain. Vous avez des portails gris, le gris, il y a beaucoup de rouge dans le gris, et ça déteint avec les UV, avec la lune et le soleil. Donc aujourd'hui on utilise des poudres classe 3 pour que, comme une crème solaire, en fait, vos portails durent le plus longtemps possible. Et chez Cadieu, on utilise aussi une méthode de menuisier bois. Donc, on fait des produits tenon-mortaise. Donc, nos produits sont réparables à vie. Donc, ça, c'est déjà une bonne base. Et pour les produits qui ne le sont pas, parce qu'on fabrique des portails soudés ou des tôles qui sont collées, on a un plan de transition pour supprimer la colle, supprimer les soudures, pour qu'on puisse réparer à vie tous les produits. Donc déjà, d'avoir un fournisseur qui a 50 ans, c'est une garantie, parce que vous savez que vos produits vont pouvoir être réparés. Parce que souvent, des nouveaux entrants arrivent avec 2 ans de vie, qui va les réparer plus tard? Donc voilà, on essaie de jouer sur notre impact positif qu'on a déjà dans notre ADN, et ensuite travailler sur notre plan de transition. D'abord dans les produits qu'on propose au marché. On fabrique aussi des portails avec des ossatures alu, mais avec des habillages bois. On est conscient que le bois est demandé, et on explique aussi aux clients qui choisissent ce bois quel impact écologique a ce choix. Voilà, donc ça c'est dans les produits. Et après, on a créé notre bilan carbone, évidemment. On n'avait pas cette obligation en 2017, mais aujourd'hui on est plus de 500 salariés, donc on avait une obligation de bilan carbone. Et en fait, notre bilan carbone est 95% lié à la consommation d'aluminium. Donc en fait, si vous arrêtez là, vous ne faites plus rien dans votre entreprise. Et quoi faire par rapport à nos banquiers? Comment financer cette transition, à part de consommer moins d'aluminium ou de mieux de l'aluminium? Est-ce que vous êtes posé la question à un moment donné de partir sur un autre matériel, un autre matériau? Il n'y a pas mieux que l'aluminium aujourd'hui sur le marché, mais par contre, on peut mieux l'utiliser avec le moins de chute possible. Donc là, le prochain investissement qu'on va faire, c'est un bâtiment de stockage pour notre aluminium avec un robot et un stockage à l'abri. Aujourd'hui, on n'avait pas l'argent pour mettre l'aluminium à l'abri, donc les produits étaient déjà très emballés, avec du plastique, avec du carton, et après, il était donc dehors sur du goudron, et après nos employés mettaient ça à la disposition des menuisiers, et ça coûte du plastique, du carton, donc il n'y en aura plus. On aura un bâtiment de stockage avec un transstockeur à l'intérieur qui va nous permettre de minimiser déjà l'emballage et aussi les chutes. Donc nous on bosse là-dessus, les chutes, l'emballage, ça c'est la base.
Et après, on a donc choisi de couper notre bilan carbone en deux, de mettre l'aluminium de côté, parce que sinon on ne ferait rien. Donc on a une énorme courbe, enfin un gros histogramme d'alu. Donc il y a une équipe qui s'occupe de cet histogramme-là et une autre équipe qui s'occupe de notre infrastructure. Et c'est là où la Caisse d'épargne pourra nous aider dans notre transition sur nos consommations d'énergie, sur une nouvelle énergie, sur les panneaux solaires qu'on va pouvoir mettre sur nos bâtiments, sur nos machines qui vont nous permettre d'économiser de l'aluminium. Voilà. Sinon, on ne ferait rien. On évoquait en introduction avec Christophe Pinault le volet social, parce que je le redis, la transition environnementale ne se fera pas sans justice sociale. Je voulais qu'on s'arrête un instant sur ce point, parce que vous êtes très engagé avec Cadio Industrie justement sur ce volet social. Est-ce que, en synthèse, vous pouvez nous rappeler aujourd'hui comment est-ce que vous œuvrez à ce niveau sur le territoire ? En fait, ça a été par opportunité au début. Moi, je suis une chef d'entreprise, je cherchais des gens pour travailler chez moi et j'en trouvais pas. Et donc j'ai accepté une méthode proposée par le Pôle emploi qui s'appelle la MRS. Donc s'il y a des chefs d'entreprise que je vous conseille d'aller voir, ils ont un stand dans le village. La MRS, c'est une méthode de recrutement par stimulation qui permet de ne plus regarder les CV et les diplômes et les expériences et de ne pas en attendre même des diplômes. Il y a plein de métiers qui sont accessibles sans diplôme. C'est simplement, on a des compétences tous en nous et qu'il faut savoir déceler et remettre de la confiance dans les personnes. Et c'est ce qu'on fait nous depuis 10 ans. Donc on recrute sans CV, on propose des stages de 3 semaines en atelier école aux personnes qui souhaitent travailler chez nous. Et ensuite, ils rentrent en douceur avec des produits simples à fabriquer, avec une formation adaptée à leurs compétences et ensuite un CDI. Et de cette méthode-là, on m'a proposé d'être présidente d'une association qui s'appelle le Crépi Finistère. Et donc, le Crépi, on crée des événements qui nous permettent de mettre une étincelle entre une personne qui a perdu l'espoir et la confiance de trouver un travail et l'entreprise qui a perdu l'espoir de recruter. Donc, c'est deux personnes qui ont un peu d'espoir au ras des chaussettes. Et donc, nous, on remet cette petite étincelle. Donc, on crée des parrainages. Donc, si vous êtes, par exemple, employé de la Caisse d'épargne, vous pouvez venir nous voir au Crépi. Si vous souhaitez parrainer un demandeur d'emploi, on va vous le proposer sur une journée parrainage. Ou alors, on peut faire des rallyes pour l'emploi et on peut venir visiter vos entreprises et faire découvrir vos sociétés à des gens qui ne les connaissaient pas. Donc moi j'ai un engagement sociétal fort, pas par obligation, c'est par volonté, pour faire que mon territoire soit vivant et vivable aussi. Merci et bravo pour ces engagements. Michel, est-ce que vous pouvez nous partager peut-être 1 ou 2 exemples concrets de votre contribution à la transition environnementale sur le territoire breton ? Oui, je vais commencer du coup dans l'agriculture, parce que c'est là où on a le plus d'impact. Et je vais prendre peut-être l'exemple d'agriculteurs qui ont engagé une transition de leur exploitation avec nous, qu'on appelle ferme de référence, parce qu'elles ont fait cette mue et pris tous les aspects de transition avec nous dans une réflexion d'ensemble. Je pense à Thibaut de Ferrand qui cultive des pommes à cidre pas loin d'ici et qui, grâce à ça, a pu réduire très fortement une partie des traitements qu'il fait et du coup a aussi trouvé des solutions pour le stockage de l'eau. Parce que ce n'est pas parce qu'on est en Bretagne qu'on n'a pas de problème d'eau. Notamment quand il y a peu de couches superficielles et pas de nappe, donc pas de moyen de pomper. Et donc, la manière dont le sol peut retenir un peu plus d'eau, c'est un enjeu crucial pour que ces pommiers puissent produire, y compris dans des étés comme on a eu l'an dernier. Je précise juste qu'on a un grand plateau cet après-midi justement sur le sujet de la raréfaction de l'eau dans le secteur agricole. Donc, n'hésitez pas à venir, c'est à 14h. Voilà, et je prendrai en deuxième exemple Quentin Collin, qui est un producteur de légumes. Et là aussi, en travaillant sur son sol, il peut améliorer la qualité gustative de ses légumes. Et il a totalement changé le recours aux engrais, aux pesticides et aux fongicides, qui fait qu'aujourd'hui, il en utilise quasiment 3 ou 4 fois moins que ce qu'il faisait avant. Donc tout ça, ça lui apporte à lui, pour sa santé, mais aussi pour ses clients. Et enfin, je dirais, dernier exemple qui sont liés à tout ça, c'est qu'en fait, quand on met de la vie dans les sols et qu'on accélère l'humification des champignons, on stocke du carbone. Et donc on a un projet carbone, on y reviendra peut-être, parce que c'est là que le pré-impact a agi. Mais ces agriculteurs, du coup, qui stockent du carbone dans leurs champs, permettent de compenser
compenser les émissions qui sont inévitables quand on a une activité industrielle. Donc par exemple, l'organisation de la Coupe du Rhum a fait appel à nous pour compenser les émissions qu'ils avaient dans leur organisation. Et donc voilà, donc ça c'est aussi un projet de territoire. Et je pense que c'est faire des liens à l'intérieur du territoire qui fait aussi beaucoup de sens, c'est-à-dire d'avoir un agriculteur de Bretagne qui puisse aider à compenser une route du Rhum qui se fait à partir d'ici. Donc voilà comment concrètement sur un territoire on peut créer des synergies et avoir un impact positif. J'aimerais qu'on s'intéresse à la manière dont vous avez travaillé, collaboré ensemble, notamment sur le volet donc, financement avec la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire. Pour vous, Michel, on le sait à présent, donc il y a ce fameux, vous êtes le premier prêt à impact de la Caisse d'épargne. Concrètement, comment cet acteur bancaire vous a aidé dans le développement, dans la création et le développement de votre projet d'entreprise ? Alors la Caisse d'épargne, elle a été je dirais, presque toutes les étapes de la croissance d'entreprise, c'est-à-dire que ce soit le financement du working capital ou des nouveaux investissements dans une usine. Mais là, je vais peut-être faire un focus sur cet emprunt-là. C'est-à-dire qu'on avait un projet justement qui est ce projet carbone. Il faut savoir que les crédits carbone que nous aurons, ils seront générés à partir du moment où on aura mesuré un changement dans le sol. C'est-à-dire qu'on fait un état du niveau de carbone dans le sol au démarrage, et puis à 3 ans et à 5 ans du projet. Et les crédits carbone seront délivré uniquement à ce moment-là, et on va donner tout le bénéfice de ce projet-là à l'agriculteur in fine. Mais tout ça, ça signifie qu'au milieu, pendant un certain temps, il y a investir dans l'usage de ces produits. Donc il y a une activité qui est un peu qui nécessite pas mal de financement. Et du coup, en discutant de ce projet avec la Caisse d'épargne, ils ont dit on a l'outil qu'il faut, qui est un crédit à impact. Et donc en fait, en atteignant des KPI, donc qui, dans notre cas, sont le niveau de stockage que vont avoir dans les sols. Si on arrive au niveau et si on les dépasse ces niveaux-là, on aura un taux bonifié, donc le coût de l'argent pour nous sera réduit. Et ce bénéfice-là, on a décidé de le reverser ou de l'abonder pour les agriculteurs qui auront je dirais, engager leur installation dans cette transition et qui sont engagés dans une transition agroécologique qui dépasse le projet carbone. Parce que nous, notre enjeu, ce n'est pas de générer des crédits carbone, mais c'est de faire de l'agronomie dans les sols. Donc voilà. Donc, voilà un petit peu le type d'accompagnement et ce prêt à impact. Et pour vous, Emmanuel, le sujet est un peu différent puisqu'il s'agissait d'aide au rachat, c'est ça L'indépendance et l'autonomie, et donc la Caisse d'épargne m'a aidée. Je viens de reprendre la majorité de mon groupe. Seule, j'avais 40% d'épargne et j'ai racheté 40% il y a 2 ans parce que je souhaitais rester autonome et actionnaire de ma société sans avoir du capital investissement dans mon groupe. Je souhaitais ça, et donc la Caisse d'épargne m'a aidée à atteindre mon objectif, et ça a été un oui tout de suite, quoi. Ça a été une confiance en fait qu'ils m'ont apporté. Moi j'ai douté quand tu dois reprendre 40% d'une société qui fait 110 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu hésites un peu, mais ils m'ont tout de suite dit oui, mais évidemment, quoi. Donc ça a été pour moi une grande marque de confiance, et puis c'est vrai que ce qui va nous arriver, ça va être peut-être des marges qui vont baisser. Et donc là, il faudra que nos banquiers et donc la Caisse d'épargne nous comprennent. Parce que là, il va y avoir la taxonomie aux frontières européennes, donc avec de l'aluminium qui vient de l'extérieur. On sait bien qu'il n'y a pas de mine de bauxite d'aluminium en France. Et il y en a en Norvège, mais elles sont faibles, et ça s'appelle Hydro Aluminium qui a des mines en Norvège. Mais globalement, la grande quantité d'aluminium est prise par Tecnal et Vicona, et par leur société du groupe. Donc en fait, il y aura une taxe qui va arriver aux frontières, donc l'aluminium va coûter plus cher, donc on va peut-être avoir des marges qui vont baisser. Donc il faudra qu'ils soient compréhensifs vis-à-vis de notre BE ou de voilà. Mais nous, on est très transparents, donc on parle beaucoup avec Yann Gallet qui vient souvent chez nous voir, qui nous appelle tout le temps. On explique notre situation, et donc ça va être déjà une compréhension. Et après, le financement de machines qui vont nous permettre d'économiser de l'aluminium et réduire les emballages et les consommables d'emballage. C'est souvent ça, c'est la manutention soit des produits finis, soit des matières premières pour arriver jusqu'à chez nous. J'allais justement vous poser la question de quelles sont vos attentes pour la suite. Je profite de la présence de M. Pinault pour que vous puissiez directement lui faire part de vos attentes. Vous en avez évoqué quelques-unes, Emmanuel. Est-ce que vous en avez d'autres ?
Oui, c'est ça, c'est de comprendre. Et puis moi, ce que j'aimerais aussi, j'aimerais que vous soyez vraiment. J'ai trouvé super ce que vous faites pour les femmes victimes de violences conjugales, mais je trouve qu'il faudra aller encore plus loin, quoi. Un découvert de 300 € quand quand on doit partir avec ses enfants sous le bras. Enfin, je ne sais pas si c'est pas possible. Il va falloir être beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus ambitieux que ça. Donc, si vous pouvez le faire, ça serait super. Et puis voilà, donc d'être compréhensif avec nous, nos sociétés, qu'on va devoir engager ces transitions. Et ça va être, je pense, vraiment une question de marge. Donc de comprendre la situation. Mais comme on va avoir notre plan de transition, après notre bilan carbone, on a un plan de transition Scope 3 à faire, et on va vous le partager. Donc de le comprendre, d'avoir des personnes formées pour nous écouter, pour nous comprendre, et voilà, d'être compréhensif envers nous, et de comprendre que les investissements qu'on va faire, et on va les faire avec honnêteté, qui vont faire que notre impact sera moindre. Mais ce ne sera pas non plus positif pour l'instant. On sait qu'on a un impact sur l'environnement. Christophe Pineau, vous voulez réagir tout de suite Alors, je vous propose qu'on écoute les attentes de Michel, et je vous laisserai réagir par la suite. Michel, c'est à vous. Je pense que les attentes, elles vont être assez similaires à celles d'Emmanuel. C'est-à-dire qu'effectivement, une entreprise, il y a différentes étapes, il y a différents moments où il faut l'accompagner. Nous, on a l'ambition de devenir un leader pour la France, pour l'Europe, l'ambition aussi de l'être mondialement. Donc il y a toujours des besoins de financement, et on sait que développer un marché, c'est pas toujours simple. On ne s'attend pas forcément à tous les retournements. Mais après, ce que j'ai envie de dire, une des spécificités, je pense, de la Caisse d'épargne, c'est la présence sur le territoire. Et pour nous, l'enjeu, ou un des enjeux, c'est quand même de créer ce lien d'écologie territoriale et finalement du métabolisme à l'intérieur des entreprises d'un territoire. C'est-à-dire que nous, arriver à se dire, ouais, en fait, un agriculteur qui fait ça, il peut servir une entreprise qui est là, et ces crédits carbone peuvent neutraliser ça, et demain, ces crédits biodiversité, parce que je pense que ça ira vers là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas d'être neutre juste en termes de climat, mais c'est d'être nature positive, donc de voir comment est-ce qu'on peut contribuer sur d'autres aspects. Du coup, faire ces liens entre des activités qui ont des impacts, et on pourra jamais faire de l'activité sans avoir un impact, et puis d'autres qui peuvent agir peut-être plus que ce qu'ils peuvent, et cette mise en relation, avec la connaissance et le réseau qu'ils ont, c'est ça. Et je pense plus elle se fait en proximité, plus ça crée de la confiance, et plus on peut, générer de la valeur et du coup de la richesse pour le territoire. Donc voilà ce que j'attends. Et vous vouliez compléter, Emmanuel, allez-y. Oui, ce serait bien de nous proposer par exemple des consultants qui nous aideraient sur la transition écologique, sur les bilans carbone, sur créer un plan de transition. Voilà, ça, je pense que de financer de l'aide, parce que ça va être sur de long terme, ça serait intéressant. Je sais qu'il y a d'autres structures comme la BPI qui le font déjà sur le VTE vert, ou l'accélération des ETI. On a vu des formations là-dessus. Mais proposer aussi dans les banques privées des plans de transition à des ETI comme la nôtre, ou des PME innovantes, ça serait très intéressant aussi. De nous aider parce qu'on n'a pas les compétences en interne, ça nous tombe dessus aussi. Donc nous aider à financer ou nous proposer des consultants qui vont nous faire changer notre mindset, quoi. Christophe Pineau, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Michel et Emmanuel ? Plein de choses. Enfin, moi, j'entends ça très bien. Je crois que c'est tout l'intérêt d'ailleurs d'être présent auprès du monde de l'entreprise, parce qu'il y a tellement de diversité. Même s'il y a des troncs communs, il y a des sujets qui sont complètement... Alors j'entends que pour les violences faites aux femmes, il faut qu'on avance encore, mais en fait le sujet qu'on a sur ce sujet, c'est surtout de faire savoir qu'on est là pour les aider, parce qu'après chaque cas est un cas particulier, et on est capable de mettre en place des solutions adaptées. Par rapport à vos préoccupations, moi je dis souvent, ça amuse les équipes, je dis souvent que j'aime bien être à l'inverse du monde bancaire classique, c'est-à-dire que nous, moi j'ai envie d'être là au son du canon et pas seulement au son du clairon. Et là, la période qu'est la nôtre, là, c'est quand même, il y a plus de canons que de clairons, hein. Et donc le rôle d'un banquier, c'est d'être là quand c'est plus compliqué aussi. Il y avait un article très intéressant dans la presse ce matin que je vous encourage à regarder, qui montre les scénarios que voudrait déployer la Banque Centrale Européenne pour l'accélération justement de la transition énergétique, avec des scénarios qui sont
d'accélération du processus d'atteinte de la neutralité carbone. Et ils mettent bien, l'article est très bien fait parce qu'ils mettent bien en avant les effets induits de tout ça. C'est toute la difficulté. Il y a un problème de plaque tectonique. Pour chaque fois qu'on prend une décision, ça fait bouger d'autres positions et ça peut être extrêmement dangereux. Ils mettent en exergue le fait, par exemple, qu'on pourrait accélérer la transition énergétique en parallélisant une augmentation très forte des coûts de l'énergie, par exemple, en disant ça aura un impact immédiat avec des défaillances d'entreprise, mais après ça ira beaucoup mieux. Bon, il faut manier ça avec une certaine précaution quand même, parce que il faut passer cette période un peu complexe. La trajectoire qu'on a adoptée, est-ce qu'elle est bonne? On pourrait aller plus vite, oui, ce serait bien. Il faut mesurer les effets induits que peuvent avoir ce type de décision. Il est évident que la transformation, ça coûte cher, que dans un premier temps, on déplace son point mort, ça coûte plus cher. Et donc, nous, banquiers, on doit être là, et j'entends ce que vous dites, et c'est bien ce qu'on pense, nous, à l'intérieur de la banque. On doit être là pour accepter que vos ratios, vos équilibres financiers se dégradent un peu pendant cette période-là, pour un retour à meilleure fortune, parce que si on investit, c'est quand même pour que les choses aillent mieux plus tard. Donc moi, j'entends très bien que dans une entreprise, il y a un cycle d'exploitation, il y a un cycle d'investissement. On fait des paris ensemble, calculés. J'apprécie beaucoup dans ce que disent Emmanuel et Michel, la transparence, et c'est comme ça qu'on aime travailler. Beaucoup de nos entreprises en Bretagne sont transparentes, elles ne le sont pas toutes, mais beaucoup sont transparentes, et ça nous permet de comprendre les modèles économiques, et quand on est immergé, quand les collaborateurs rencontrent fréquemment les entreprises, ils comprennent très bien les sujets et ils voient très bien aussi les difficultés apparaître quand les dirigeants les partagent avec nous. Vous savez, on va avoir, et ce sera peut-être, si vous voulez, ma conclusion, notre métier à nous, c'est de prendre des risques. Quoi qu'on en dise de temps en temps, le banquier prend des risques et c'est ce qu'on aime faire quand même. C'est quand même ce qu'on aime faire. Et moi, j'ai la faiblesse de dire qu'on en prend toujours moins que le chef d'entreprise. Celui qui en prend d'abord, c'est le chef d'entreprise et le banquier l'en prend aussi, mais à ses côtés. On a donc la capacité à apprécier les risques, ça s'appelle le risque de contrepartie, le risque de ne pas être remboursé quand on fait un crédit, ça c'est consubstantiel du métier de la banque. Le deuxième risque auquel on est habitué, c'est le risque financier. J'emprunte de l'argent à taux fixe ou variable, mais je reprête souvent à taux fixe. Et donc, de temps en temps, le risque de taux, c'est moi qui le prends et je prends un risque financier. Mais là, il y a un nouveau risque qui est en train d'émerger, qui est extrêmement intéressant, qu'on ne maîtrise pas encore très bien dans la banque, c'est le risque technologique. Le risque technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on investit dans des technologies qui n'iront pas à maturité, on le sait. Alors on ne le sait pas aujourd'hui, parce que sinon on n'irait pas, ou plus difficilement, mais on a ce risque technologique qu'on voit poindre, parce que entre l'éolien, la géothermie, la méthanisation, l'hydrogène, est-ce que tout ça va fonctionner très bien pour toutes les destinations économiques? C'est évidemment pas sûr. Donc ce risque technologique, c'est un élément nouveau, donc on doit le partager. Je retiens ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure. On a construit, mais on est très petit encore sur ce sujet-là, il faut vraiment être extrêmement humble. On a construit un comité des parties prenantes où on essaie de réunir de la puissance publique, des privés, des chefs d'entreprise, des énergéticiens, pour essayer de comprendre comment nous, on peut adapter notre offre et être plus présent par rapport aux attentes des clients, en particulier des entreprises. Donc je vous encourage à nous rejoindre dans cette aventure, parce que voilà, on va apprendre tous ensemble, et nous, ça nous permet d'être plus réactifs quand les sujets apparaissent. Voilà. Merci beaucoup pour cette conclusion, Caroline. ce mot de la fin. Merci. Et donc l'invitation est lancée, Michel et Emmanuel, pour rejoindre ce comité à venir. Merci à tous les trois. Et je crois que c'est l'heure du déjeuner et que c'est le moment de se restaurer. Je vous souhaite un bon déjeuner, un bon appétit et un bel après-midi à venir. Merci encore pour votre présence. Merci à tous.